Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Moira. Moi, c'est Elsia. Et moi, c'est Jessica. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on a la chance de jaser avec Jessica Prudencio, une créatrice de contenu qu'on admire beaucoup et qu'on aime beaucoup suivre. Merci, j'ai vraiment hâte de parler de vaccination avec vous. Le but de notre vidéo aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions sur la vaccination. Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées sur ce sujet-là. Puis, on a l'impression que les publicités qui ont été créées par le gouvernement pour le moment sont peut-être plus ciblées vers un public un peu plus âgé, mais les craintes que les jeunes vont avoir par rapport au vaccin, ça va pas nécessairement être les mêmes que le public plus vieux. Donc, sur Instagram, j'ai l'habitude d'utiliser les fonctions de sondage pour faire des Q&A, répondre aux questions des abonnés. Puis là, j'ai plutôt récolté leurs questions par rapport à la vaccination. Je leur ai demandé s'ils avaient des inquiétudes, des questions, des commentaires en général sur la vaccination. Puis j'ai vraiment hâte de dig in pour en savoir plus là-dessus. Donc, un gros merci à tout le monde qui a envoyé une réponse à Jessica, que ce soit une question, une crainte ou juste une opinion. On est vraiment reconnaissante de votre participation à cette vidéo, puis on a vraiment eu des très bonnes questions, assez juicy, donc on va plonger là-dedans. Fait qu'une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est par rapport aux variants. Là, dans les nouvelles, on apprend qu'il y a de plus en plus de variants, puis je comprends que ça inquiète beaucoup de personnes. Les gens se demandent si les vaccins sont efficaces contre les variants. Est-ce qu'il y en a qui vont être efficaces contre les prochains variants? Puis, est-ce que les nouveaux variants du virus affectent l'efficacité du vaccin? Donc, avant de parler de l'efficacité des vaccins même contre les variants, tout d'abord, c'est quoi un variant? En fait, c'est un virus qui a acquis des mutations. Pendant qu'un virus nous infecte, il produit des copies de lui-même pour former des nouveaux virus. Puis c'est pendant ce processus-là de se recopier qu'il peut se glisser des erreurs. Puis ces erreurs-là, c'est des mutations. La plupart des mutations ont soit un effet neutre pour le virus ou négatif. Donc, ça change soit rien au virus ou ça le rend moins efficace à nous infecter puis à se propager. Avec le temps, les virus qui ont des mutations qui causent un effet négatif vont disparaître parce qu'ils n'arrivent pas à infecter efficacement les humains. Mais il arrive que certaines mutations aient un effet avantageux pour le virus en le rendant plus contagieux, meilleur pour infecter, meilleur pour se propager par différents mécanismes. Et c'est là que la santé publique se met à les surveiller. Au moment de filmer la vidéo, la santé publique au Québec surveille 4 variants d'intérêt. Je vais les nommer juste ici parce que j'ai pas envie de dire leur nom complet B.1.4.6.10.1. Ces 4 variants, ils sont plus contagieux, mais on ne connaît pas encore le mécanisme exact qui explique ça. Mais il y a une différence entre contagieux et mortel. Il n'y a pas encore de consensus scientifique pour dire si un de ces variants-là cause une maladie plus sévère. Il y a des études qui le suggèrent, mais c'est encore trop récent pour en être certain. Pour répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que les vaccins fonctionnent contre les variants? Mais comme bien des choses en science, ça dépend. Ça dépend de quel variant on parle et aussi de quel vaccin on parle, parce qu'il y en a plusieurs des deux. Pour vous donner un exemple, le variant B.1.351 semble résistant aux vaccins Pfizer et Moderna, et le mot-clé ici c'est « semble », on n'est pas encore certain, tandis que le vaccin de Johnson & Johnson serait seulement moins efficace. Encore une fois, c'est des données préliminaires. Au contraire, le variant B.1.1.7, celui qui prédomine au Québec depuis la troisième vague et qui représente presque tous les nouveaux cas d'infection, pour celui-là, le vaccin AstraZeneca semble encore efficace. Et il y a aussi des études qui suggèrent que les vaccins de Pfizer et Moderna fonctionneraient également. Ça se peut qu'on ait à se faire vacciner chaque année, comme on doit le faire pour la grippe, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour le savoir définitivement. Pour l'instant, il faut se concentrer à se sortir de la troisième vague. Et oui, c'est inquiétant parce qu'on a un variant qui circule au Québec. Par contre, c'est quand même rassurant de savoir que les vaccins semblent toujours efficaces contre ce variant-là en particulier. Fait que les gens veulent savoir niveau efficacité, est-ce que si plus vite on est vacciné, plus vite on est genre sorti d'affaires, il y a moins de chances que ces variants-là aient des effets négatifs sur la vaccination? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Tu sais, les virus se cachent pas dans un fond de ruelle pour muter puis devenir contagieux. Tu sais, ils ont besoin d'un humain pour les infecter. Puis pendant l'infection dans notre corps,
développer des nouveaux variants à cause des mutations, comme j'ai expliqué. Donc, moins il y a de personnes disponibles pour se faire infecter, moins le virus a d'occasion de faire émerger des nouveaux variants. La deuxième question qui est revenue plus souvent avec mes abonnés, c'est concernant tout ce qui est inquiétude avec les personnes qui sont enceintes. On se demande si le vaccin ne va pas avoir des impacts négatifs sur la fertilité ou bien même sur le fœtus, vu qu'on n'a pas encore d'idée, à ce qui paraît, sur les effets secondaires. Donc, je pense que ça serait vraiment important d'essayer de clarifier cette question-là. Pour le moment, on n'a pas un énorme jeu de données par rapport au vaccin contre la COVID versus les personnes enceintes. Les personnes enceintes n'étaient pas initialement incluses dans les études cliniques pour tester le vaccin, mais ils ont comme été accidentellement incluses parce que certaines personnes sont tombées enceintes pendant l'étude clinique. Donc, à partir de ces données-là, on a eu comme un premier indice qu'il n'y aurait pas vraiment de danger. Puis là, après ça, ils ont fait plus d'études avec spécifiquement des personnes enceintes, puis également avec des enfants. Donc, c'est encore un work in progress. On n'a pas encore les données finales, mais la santé publique recommande la vaccination pour les personnes enceintes. Puis même que les personnes enceintes sont plus à risque d'avoir des complications de la COVID et de devoir être hospitalisées, donc ça serait peut-être même une meilleure idée de se faire vacciner que de ne pas se faire vacciner. Donc, si vous êtes enceinte, moi personnellement, je vous encourage à vous faire vacciner. Mais je comprends également que c'est un moment de la vie où est-ce qu'on est très, très inquiet pour sa santé et pour la santé de son enfant. Fait que si vous avez des doutes, si vous avez des inquiétudes, gênez-vous pas pour en parler avec un professionnel de la santé pour déterminer c'est quoi qui est le mieux pour vous. Ensuite, pour ce qui est de la fertilité, par contre, la réponse est beaucoup plus simple. Il n'y a absolument aucun effet des vaccins par rapport à la fertilité. Ça sort de absolument nulle part. Il n'y a aucune base scientifique pour ça. Il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à votre fertilité puis les vaccins. Puis j'ai tellement vu des pauses qui font aucun sens, là, comme j'ai vu des personnes dire que si tu te faisais vacciner, ça pouvait affecter la fertilité des gens autour de toi. Puis comme, tu sais, c'est un vaccin, là, c'est pas un curse, là, c'est pas un sortilège, là, fait que comme, inquiétez-vous pas, si vous faites vacciner, vous allez pas rendre les gens autour de vous stériles, vous allez pas vous rendre stérile non plus. C'est fou parce qu'il y a tellement de désinformations qui circulent en ligne, puis là, ça fait en sorte que ça trigger l'anxiété des gens, puis en tout cas, je suis vraiment contente qu'on fasse cette vidéo-là parce que je pense que ça peut enlever beaucoup d'inquiétude puis d'anxiété chez des personnes qui n'ont pas nécessairement les connaissances pour approfondir leur recherche. Fait que, ouais, c'est super important ce qu'on fait en ce moment. Une autre affaire qui est revenue 1 million de fois, les caillots AstraZeneca et les caillots. Je pense que c'est assez clair. Qu'est-ce qui se passe avec les caillots? Est-ce qu'on va tous mourir parce qu'on s'est fait vacciner? Ouais. What's up avec les caillots? C'est une question... Ok, oui, on va tous mourir. Don't quote me on this. Plus sérieusement, là, juste avant de filmer cette vidéo-là, il y a eu un premier décès relié à un caillot suite à la vaccination. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment une situation malheureuse. Mais j'espère qu'avec mes explications, je vais plus remettre ça en perspective. Puis, il faut toujours faire la balance des inconvénients puis mesurer un risque versus un autre. En fait, le problème que ça cause, ça s'appelle une thrombocytopénie immunitaire. Oui. Prothrombotique. Oui. Induite par le vaccin. Je vais faire du montage. Fait que c'est des caillots sanguins qui apparaissent de 4 à 20 jours suivant la vaccination. C'est un problème qui a été relié au vaccin AstraZeneca, qui a été confirmé. Donc, what's up? À quel point c'est dangereux? Le risque de développer ce problème-là est d'environ 1 sur 100 000 vaccins AstraZeneca. C'est donc très, très, très faible. La santé publique a comparé le risque de souffrir d'une thrombose suite à la vaccination versus le risque d'être hospitalisé ou d'être aux soins intensifs à cause de la COVID-19. Je me sens comme dans une vraie présentation scientifique. Donc, à droite, c'est les hospitalisations reliées à la COVID-19. Puis, à gauche, c'est les cas de thrombose qui sont estimés par 100 000 habitants. Puis, la santé publique a fait cette figure-là, puis a divisé l'information par tranche d'âge. Et par exemple, pour les 60 à 64 ans, je prends ça comme exemple, avec la vaccination, on peut sauver 17 hospitalisations reliées à la COVID pour environ 0,5 personnes qui pourraient souffrir d'une thrombose suite à la vaccination. C'est assez parlant, là. Il y a vraiment plus de risques d'être hospitalisé à cause de la COVID versus la fameuse thrombose.
Le risque d'être hospitalisé, il est vraiment dépendant de l'âge. Donc, plus on est jeune, moins on a de risque d'être hospitalisé. Puis c'est pour ça, justement, que la santé publique a pris le temps d'évaluer, tu sais, c'est à partir de quel seuil d'âge qu'on se dit, bien, les bénéfices de la vaccination dépassent largement les cas de thrombose. Tu sais, ça reste que entre nous, là, nous, on jase, on est comme dans la vingtaine. Est-ce que la vaccination avec AstraZeneca est dangereuse? Bien, quand on regarde cette figure-là, on voit qu'il y aurait peut-être 2 cas de thrombose causés par la vaccination versus seulement comme une demi-personne sauvée aux soins intensifs. Donc, c'est pour ça que le vaccin, pour l'instant, n'est pas recommandé pour nous. Une chose est sûre, c'est que ces effets secondaires graves qui n'avaient pas été détectés dans les études cliniques, ils sont surveillés par un système qui est mis en place qui permet de justement ajuster le tir et de mettre sur pause s'il faut la campagne de vaccination pour évaluer, ben, tu sais, c'est quoi notre prochaine décision. Puis aussi, dans ce cas-là de thrombose, d'informer les médecins à mieux reconnaître ce problème-là parce que c'est vraiment différent de d'autres sortes de caillots, puis de permettre aux médecins de mieux réagir si un de leurs patients souffre de ça. C'était super clair. Je pense que ça va rassurer beaucoup de personnes, y compris moi. Le dernier truc qui revenait vraiment souvent, c'est les effets secondaires à long terme de la vaccination parce que les gens se disent comment on sait si dans 10 ans il n'y aura pas des symptômes majeurs. Il y a des inquiétudes parce que le vaccin a été développé tellement vite sans les tests sur le long terme. Donc, est-ce que vous avez des informations à ce niveau-là? Premièrement, il faut savoir que la grande majorité des effets secondaires liés à la vaccination, ils sont normaux et temporaires. Donc, on va parler, par exemple, de douleurs ou d'enflure au site de l'injection, de frissons, de fièvre, de douleurs généralisées, etc. Puis ça, c'est pas inquiétant du tout, c'est juste signe que le système immunitaire travaille à développer une réponse immunitaire. Puis, à l'inverse, j'ajouterais que si vous faites vacciner, vous n'avez pas ces symptômes-là, ça ne veut pas dire que votre système immunitaire fait rien. C'est juste que chaque personne va réagir différemment au vaccin. Donc, si vous n'avez pas d'effet comme ça, ben, faites juste vous compter chanceux et profitez de votre vie sans douleur. Un autre effet secondaire qu'il faut considérer qui est possible, c'est de faire une réaction allergique au vaccin. Les symptômes d'une réaction allergique comme ça va être tous les symptômes d'un choc anaphylactique traditionnel. Puis, pour éviter ça, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier la liste d'ingrédients avant de vous faire vacciner. Puis vous assurer qu'il n'y a aucun ingrédient auquel vous êtes allergique. Si vous voudriez savoir quel ingrédient il y a dans les vaccins sans consulter le site de Santé Canada, bien, on a fait une vidéo là-dessus, ça tombe bien. Fait que vous pouvez aller le visionner. Puis je me rappelle entre autres qu'il y avait une personne qui avait mentionné qu'elle était allergique à l'aluminium puis qu'elle se demandait si elle pouvait se faire vacciner, mais aucun des vaccins contre la COVID contient de l'aluminium, donc go for it. Pour ce qui est des fameux effets à long terme, bien évidemment, on ne peut pas dire à l'avance s'il va en avoir, donc on n'a pas de boule de cristal, malheureusement. Par contre, ça fait quand même un certain moment qu'on étudie les vaccins ARNM, même s'ils sont nouveaux, mais c'est juste qu'ils n'étaient pas encore sur le marché, mais étaient définitivement en étude. Généralement, pour la vaccination, les effets secondaires vont apparaître dans les 6 semaines suivant la vaccination, puis une étude clinique pour un vaccin, ça dure 8 semaines. On a au moins 2 semaines de buffer. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes que ce vaccin-là il ait été rushé un peu puis qu'on ait sauté des étapes ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pas le cas. On n'a pas sauté des étapes, mais on a enlevé des barrières. Donc souvent, pour développer un vaccin, il va y avoir beaucoup de délais qui vont être associés à la bureaucratie, si on veut. Donc demander des formulaires, avoir des autorisations, etc., etc. Mais là, les gouvernements, ils ont tous décidé de retirer ces barrières-là puis d'accélérer la production tout en gardant toutes les étapes de sécurité nécessaires. Puis un autre problème qui est souvent associé aux études cliniques pour les vaccins, c'est que ça peut être difficile de recruter des participants pour les études, donc des personnes qui vont tester le vaccin. Mais là, je vous dirais que dernièrement, les gens étaient quand même intéressés à tester le vaccin de la COVID. C'est comme si on était écœurés d'être en pandémie puis qu'on voulait que ça finisse. Oui, c'est ça. Fait que le recrutement s'est fait extrêmement rapidement. Et finalement, l'autre chose qui complique parfois les études cliniques, c'est que pour tester l'efficacité du vaccin, bien, il faut comme avoir une chance de contamination avec la maladie. Donc, si on essaye d'étudier un vaccin pour une maladie qui est plus rare, ça peut être long avant que tous les participants aient eu comme leur contact avec la maladie. Mais là, on est en pandémie mondiale, donc le contact avec la maladie il est très, très, très facile à avoir. Pour une étude clinique de vaccin, il y a 4 étapes en clinique. Donc, premièrement, il y a l'étape préclinique, qui n'est pas une des 4 étapes, mais dans le fond, les tests sur les animaux, entre autres. Ensuite, on a l'étape 1, qui va être d'étudier la sécurité du vaccin sur un petit groupe de personnes en santé. Après ça, l'étape 2, la phase 2, ça va être d'étudier l'efficacité du vaccin sur un groupe un peu plus gros. Et la phase 3, ça va être d'étudier l'efficacité du vaccin sur un groupe beaucoup plus gros. Donc, on parle de milliers de personnes à ce moment-là.
Puis, il y a la phase 4 qui continue après la mise en marché du vaccin et qui va être l'étude à long terme sur les effets du vaccin ainsi que son efficacité à long terme. Pourquoi on n'avait pas détecté, par exemple, les caillots pendant la phase 3? Bien, si on a, par exemple, 30 000 personnes dans la phase 3, mais que le cas d'incidence de caillots, c'est 1 sur 100 000, je suis pas bonne en maths, mais même moi, je suis capable de faire le calcul puis de savoir que c'est normal qu'on l'ait pas nécessairement détecté. J'ai un truc qui m'est venu quand Alicia était en train d'expliquer, genre, pourquoi on n'a pas rushé pour le vaccin, ce qui paraît, les pays ont collaboré. Je veux savoir à quel point les pays ont collaboré, parce que, tu sais, je suis pas méga informée, mais je vois un peu de trucs, un peu de publications sur Instagram comme quoi, genre, les pays en Amérique du Nord, puis en Europe refusent de partager leurs patentes avec certains pays en Afrique ou dans des pays du tiers-monde, les pays du Sud. J'ai l'impression, ou en tout cas, peut-être tu vas pouvoir m'éclairer, j'ai l'impression qu'on a volontairement sacrifié certaines vies pour avantager les pays du Nord. Est-ce que je me trompe? Premièrement, je vais clarifier ce que j'ai dit plus tôt. Quand j'ai dit que les pays avaient collaboré, je parle plus de la communauté scientifique internationale. Donc, au lieu d'être comme étudier chacun pour soi dans son coin la COVID-19, on a comme mis en commun les informations pour arriver à la solution plus vite. Par contre, là, quand on parle de la réponse, de la distribution des vaccins, là, je suis entièrement d'accord avec toi que la collaboration internationale est lacking. Donc, ouais, ça, j'ai pas de réponse honnêtement à part que le système est brisé, puis Capitalisme, c'est le capitalisme. Est-ce que j'avais d'autres questions? Ah, ben, moi, je me fais vacciner samedi. Puis, oui, j'ai vraiment hâte. Je me fais vacciner grâce à la grossophobie médicale. Thank you. C'est la première fois que, genre, la grossophobie va m'avoir avantagé dans la vie. So, je me fais vacciner parce que j'ai un IMC d'en haut de 35. C'est quoi le rapport entre le poids puis la COVID et la vaccination? Est-ce qu'il y a un lien ou c'est vraiment juste Big Pharma qui, encore une fois, met la faute sur les personnes grosses? Quand même tôt dans la pandémie, il y a des données qui sont sorties comme quoi les personnes grosses étaient plus à risque d'avoir des complications du virus. Donc, je pense que ce serait lié à ça. Mais encore là, est-ce que c'est vraiment une corrélation directe ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs en jeu là-dedans? Je pense qu'il y a plus de personnes pauvres, peut-être, qui sont grosses. Puis les personnes pauvres sont peut-être plus facilement affectées par la COVID parce qu'ils n'ont pas le loisir de faire je prends congé de ma job, je travaille de chez nous. Il y a un doute que je suis sur Instagram, genre Dr. Joshua. Puis je sais qu'il a publié un truc à ce sujet-là. T'sais, c'était juste la culture de la diète, encore une fois, qui joue en faveur du capitalisme puis du weight stigma. Je comprends encore plus pourquoi les gens ont des inquiétudes parce qu'on a tellement comme des perspectives différentes là, sur cette pandémie-là puis comment elle nous affecte. Vraiment, puis je pense encore plus que dans la communauté noire, il y a encore plus d'inquiétudes par rapport à la vaccination parce que les personnes ont longtemps été genre des rats de laboratoire qui ont souffert des déboires puis du power trip des scientifiques en autorité. Fait que je pense qu'il y a encore plus d'inquiétudes puis de réticence à se faire vacciner dans la communauté noire, mais on est aussi parmi les personnes qui sont les plus à risque. Parce qu'on n'a pas cette facilité-là, genre de prendre congé. Les travailleurs essentiels, c'est souvent les personnes racisées, donc je comprends qu'il y a une inquiétude, mais encore, je pense que c'est encore une raison de plus de se faire vacciner puis de sauter sur cette occasion-là parce que vu qu'on est plus à risque puis qu'on a plus de difficultés à avoir des soins adéquats dans notre système de santé, je pense que ça serait vraiment important qu'on essaie de mettre nos craintes de côté pour notre bien-être avant tout, puis celui de nos proches, là. Faites-vous vacciner, man. Genre, c'est juste ça, là. Moi, ce qui me donne l'espoir dans tout ça, c'est de voir les nombreuses réponses de tes abonnés qui étaient full positives par rapport à la vaccination, que, tu sais, ils avaient hâte de se faire vacciner, qui faisaient confiance à la communauté scientifique, qui avaient déjà reçu leur vaccin, puis qui étaient comme « go, 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 on est capable ». Fait que même si on a des inquiétudes, puis que la situation... on pourrait débattre de comment elle est gérée en ce moment. Je pense que dans notre groupe d'âge, on a quand même une opinion quand même assez favorable par rapport à la vaccination. Fait que moi, ça m'a vraiment encouragée. Ouais, moi aussi, j'étais vraiment surprise de voir l'engouement de mes abonnés, tu sais, par rapport à ce projet-là. Puis aussi,
comme tu as dit, j'ai reçu plein de commentaires de gens qui étaient juste comme yeah, je me fais vacciner bientôt, j'ai super hâte. Comme il y a des gens qui me disaient ah mes parents se sont fait vacciner, ça m'a vraiment ému. Donc je pense que notre groupe d'âge est prêt à passer à autre chose. Puis je pense qu'on est prêt à prendre le temps de se faire vacciner. En conclusion, ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que la pause dans la vaccination, c'est un processus normal qui permet d'évaluer les risques par rapport à la vaccination, de comprendre le problème puis d'où est-ce qu'il vient et également d'avertir le personnel médical pour avoir un traitement approprié aux conditions qui pourraient survenir. Les avantages des vaccins dépassent énormément les risques qui sont associés. Si vous pouvez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. C'est notre meilleure façon de nous sortir de la pandémie. À mon avis, les vaccins de la COVID, c'est un miracle médical. Ils sont arrivés tellement rapidement. La communauté a tellement travaillé fort pour les développer. Faites-vous vacciner. Jessica, merci tellement d'avoir participé à cette vidéo. Je pense que c'était nécessaire de prendre le temps de répondre aux inquiétudes de ta communauté. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente d'avoir participé à ce projet-là. Je pense que c'est hyper important puis que c'est une des choses les plus meaningful que j'ai avoir fait de ma carrière, honnêtement. Là. Je pense que ça va honnêtement vraiment avoir des impacts très, très positifs sur le Québec en entier. Donc, un gros merci aux fonds de recherche du Québec qui nous ont permis de démarrer ce projet-là. Puis on vous remercie encore pour votre attention et on se dit à la semaine prochaine.